Cette conférence, elle était passionnante parce qu'elle rassemblait une table ronde avec des acteurs très différents, des payeurs, des soignants, des patients, et puis un certain nombre d'acteurs de la tech. Et on a pu mesurer d'abord que l'enjeu de l'efficience, qui semble un peu une tarte à la crème, qui semble un sujet dont tout le monde s'empare sans parfois bien le définir, est un enjeu absolument essentiel. Et d'une part, il y a un vrai besoin, parce que les patients, parce que les soignants, parce que les payeurs en ont besoin. Mais d'autre part, il y a un foisonnement énorme de l'offre et des solutions. Maintenant, à tous les acteurs de l'offre, il faut rappeler deux enjeux, que sont d'une part le besoin d'avoir une évaluation qui soit une évaluation rigoureuse, et d'autre part d'avoir des mesures qui permettent d'établir la réelle contribution de tous ces outils de la tech à ceux qui en ont besoin. Encore une fois, qu'ils soient patients, qu'ils soient soignants ou qu'ils soient systèmes de soins. Et Marguerite Cazeneuve nous a rappelé avec beaucoup de clarté et une certaine forme de gravité à quel point les enjeux du financement étaient forts. Elle a même évoqué le fait qu'on ne savait pas comment on arriverait à sortir de cette situation financière grave dans laquelle on est. Et donc il est important que tout le monde se mobilise, mais avec également les bons réflexes. Alors la FIAC aujourd'hui, elle a fait sa preuve de concept, puisqu'elle a été capable de montrer toute sa contribution au système de soins, d'abord avec des études qui sont exceptionnelles, mais également qui sont publiées au meilleur niveau, à l'ASCO, à l'ESMO, etc. Elle a été capable de montrer à quel point elle joue un rôle essentiel pour l'ensemble des acteurs, les big pharma, les acteurs publics, mais également toutes ces petites entreprises de la tech qui aujourd'hui proposent des solutions dans le domaine de la data qui sont exceptionnelles et qui, grâce à la FIAC, peuvent se retrouver en interaction avec ces grands acteurs. Maintenant, l'enjeu de la FIAC, c'est de passer la prochaine étape, c'est-à-dire ce que j'appelle la FIAC 2.0, c'est-à-dire d'étendre encore la contribution de la FIAC en termes de projets, en termes de contributeurs. Et donc ça, c'est l'enjeu des prochains mois, où la FIAC va continuer de se développer, mais se développer à une échelle encore plus importante, de par le succès des derniers mois. Bonjour Madame Cazeneuve. Bonjour. Et bienvenue ici à Tech for Health, donc l'événement qui est dédié aux technologies pour la santé. Vous êtes en charge donc en tant que directrice déléguée de l'assurance maladie bien sur les questions de qualité, de l'accès aux soins. Ma question en fait elle est simple, c'est aujourd'hui est-ce que les technologies comme l'IA, l'ensemble des medtech peuvent être une solution, un apport en fait pour le système de santé, pour l'amélioration de la qualité et de l'accès aux soins? Alors c'est une évidence que l'IA va nous permettre évidemment de faire des grandes choses, notamment en matière de recherche, on le voit déjà. On a des produits qui sont d'ores et déjà sur le marché pour les patients, notamment les patients diabétiques. Et puis on voit bien qu'on a tout un écosystème de technologies et d'IA qui s'adresse aux professionnels de santé et qui vont leur permettre d'avoir des diagnostics qui sont à la fois et des dépistages, des diagnostics qui sont à la fois plus pertinents, plus précoces et surtout plus prédictifs. Et donc évidemment, tout ça participe à la qualité globale du système de santé, à la fois à son efficience et à sa pertinence. Alors, Madame Cazeneuve, on est ici à Tech for Health, mais également dans l'œil de la santé, donc notre média vidéo où on essaie de comprendre en fait, concrètement en fait, l'apport des technologies. Je sais que les dernières actualités de l'assurance maladie, c'était autour notamment de la e-carte vitale. Il y a également sur l'ordonnance numérique. Est-ce que c'est des exemples concrets en fait, d'efficience pour le système de santé? Oui, alors tout à fait, l'ordonnance numérique de manière prioritaire, puisque comme vous le savez, l'assurance maladie, elle est confrontée à de la fraude relativement massive, notamment sur des médicaments onéreux. Et donc l'intérêt de l'ordonnance numérique, c'est qu'elle a un QR code, donc elle est infalsifiable, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Et donc l'ordonnance numérique, ça fait vraiment partie des blockbusters en matière d'efficience, de qualité et de pertinence des prochaines années. Donc on va avoir un enjeu, nous, très important à sa généralisation rapide. Ce d'autant que l'ordonnance numérique, elle nécessite d'utiliser un logiciel d'aide à la prescription. Et donc c'est très intéressant pour nous, puisqu'on sait que les logiciels d'aide à la prescription, il y a aussi beaucoup d'innovations pour permettre aux prescripteurs de prescrire
j'allais dire, au mieux avec des outils notamment d'intelligence artificielle qui peuvent l'aider dans sa prescription. Et puis l'application carte vitale, c'est aussi un très bel objet. Alors c'est avant tout un objet de praticité, c'est sympa d'avoir dans son téléphone sa carte vitale, mais c'est aussi un outil qui est beaucoup plus sécurisé, c'est-à-dire que votre application carte vitale, elle est plus sécurisée que ne l'est votre carte vitale. On est sûr que c'est vous, d'une certaine manière. Et puis, avec les années, on va être en mesure d'ajouter un certain nombre de services qui font que ce sera un peu votre carte d'identité numérique qui vous permettra d'accéder à tout un tas de services sécurisés. Donc, ça permet en fait c'est une des clés pour entrer dans le système sécurisé de santé. Madame Cazin, merci encore pour votre présence ici à Tech4Health. On va commencer avec la conférence inaugurale auquel vous participez, notamment sur la thématique « La technologie est fait pour l'efficience en santé ». Merci encore de votre présence. Merci beaucoup. La synthèse, c'est essentiellement que on ne doit pas, avant parler d'efficience, on doit parler de mesure de l'efficacité, de l'évaluation de toutes les technologies qui nous sont présentées dans un établissement de santé comme le CHU de Bordeaux, pour pouvoir mesurer l'efficacité, le bénéfice pour la santé des patients d'une solution, déjà dans un environnement contrôlé comme la recherche, mais aussi en vie réelle, dans la pratique de soins, de manière à s'assurer qu'on puisse intégrer l'IA et la solution technologique nouvelle dans les pratiques à la fois des professionnels de santé, médecins, soignants, mais administratifs éventuellement, et aussi dans les parcours au bénéfice des patients. Je pourrais citer notamment un partenariat que l'on a avec Nurea, qui est une société, une start-up qui utilise des données massives en santé, notamment du CHU de Bordeaux, pour pouvoir améliorer la prédiction du traitement des anévrismes aortiques. Et puis si on peut citer un autre exemple, c'est par exemple une autre collaboration que l'on a avec une solution développée par Vulgaroo, qui est une solution qui vise à rendre intelligibles, plus simples, les comptes rendus médicaux au bénéfice des patients, notamment dans le domaine de l'imagerie médicale, parce que l'on sait que pour qu'une innovation soit pleinement acceptée, il faut qu'elle soit comprise, il faut que son résultat soit concret pour nos usagers, les patients et les professionnels. Léobotics, en quelques mots, donc nous on a ouvert le premier magasin de robots en France il y a quelques années, on est basé sur Lyon. Sur notre site internet vous pouvez retrouver le plus grand comparateur de robots en ligne, donc très concrètement ça représente plusieurs dizaines de milliers de références que vous pouvez comparer directement en regardant les caractéristiques techniques. Nous avons également une grande diversité de robots, donc ça va vraiment aller du robot éducatif à par exemple des robots industriels professionnels, des robots d'assistance, des robots compagnons, bref, vraiment une large gamme de robots. Et donc si ça vous intéresse, on va revenir sur différents produits qu'on propose et qui justifient complètement notre présence sur ce salon. Donc tout d'abord, on va commencer avec ce magnifique robot Buddy, donc en fait qui est un robot d'assistance à la personne. C'est un robot qui peut clairement s'installer dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, etc. Dans une salle d'attente, pourquoi pas. Donc on va revenir plus aujourd'hui, un peu en exclusivité, on présente en fait et on propose des essais pour un exosquelette Hypershell. Donc cet exosquelette va pouvoir révolutionner la vie de pas mal de personnes qui ont des faiblesses, notamment dans les jambes, etc. Donc c'est pour ça qu'aussi on est là pour proposer des essais, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant. Après évidemment ça va être du cas par cas, vérifier en fonction des pathologies que l'exosquelette répond bien aux attentes des personnes en situation de handicap. Donc voilà, très simple d'utilisation avec une application. On peut le piloter également avec le bouton qui est situé juste ici. Donc c'est vraiment très facile à prendre en main. L'exosquelette est très puissant aussi, donc c'est pour ça que ça en fait vraiment un objet révolutionnaire et très intéressant dans la vie quotidienne de milliers de personnes. Ensuite, on va s'intéresser au robot qui est juste ici. Donc là, à ma droite, vous avez donc le robot, le KetiBot. C'est un robot, donc pourquoi il serait intéressant ? Je pense notamment aux infirmières qui ont tendance à vraiment courir de partout pour amener du matériel dans les différents bureaux, etc., ou dans les différents services. Et donc là, ce robot-là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'il va pouvoir justement passer d'un lieu à un autre,
c'est très simple, on le charge, on lui dit va à tel endroit, etc. Donc ça c'est le côté plus personnel soignant. Après on pourrait imaginer par exemple à terme que le robot, on l'utilise comme un robot d'accueil, il puisse conseiller les gens, qu'on puisse lui dire va à tel endroit où je suis perdu, je ne sais pas où je suis, c'est l'accueil de l'hôpital. Et on lui demande d'accompagner tout simplement les patients dans le service concerné, etc. Donc vraiment des robots très intéressants. Après évidemment, bon là c'est qu'un petit échantillon de tous les robots que nous proposons. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et donc c'était Leobotics, l'univers du robot. Merci. Merci d'être ici à Tech4Health. Vous êtes notre invité d'honneur ici pour avoir le regard d'un acteur international qui est connu bien sûr sur toutes ces innovations depuis très longtemps dans le numérique et les technologies. Et je souhaitais, Irène, dans l'œil de l'e-santé, avoir votre regard. Est-ce que tout ce que vous avez pu voir depuis ce matin, ici donc à Tech4Health, vous les vivez à Montréal, ou au contraire, vous avez peut-être vu des choses qui sembleraient différentes et on pourrait s'enrichir l'un et l'autre sur ces points? Merci infiniment, Jérôme. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. J'ai vu quand même beaucoup de similitudes entre ici. On a sensiblement les mêmes préoccupations en santé, le vieillissement de la population, la prévention, la promotion de la santé. Et on sait que l'IA évolue très, très rapidement. Donc, ce qu'on a vu comme discussion aujourd'hui, c'est qu'on la met de l'avant, mais souvent, on la développe, mais on ne fait pas suivre la formation. On ne s'assure pas que les gens puissent continuer de le faire. Alors, ce qu'on a fait chez nous au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, on avait une direction très claire, des équipes de soutien. Et ce qu'on voulait faire, c'était quand même de s'assurer que lorsque l'IA arrivait, que ce soit au niveau administratif, aux cliniques, on a fait quand même des avancées qui nous ont permis d'avoir des résultats probants, que les équipes, avec notre école d'intelligence artificielle appliquée à la santé, puissent justement suivre le rythme ou la cadence de l'IA et de la technologie qui suit. Donc, je l'ai indiqué ce matin, avec notre école d'intelligence artificielle en santé, on a quand même des très belles collaborations avec des universités, Rouen, Nantes, Paris-Cité, donc pour ne nommer que ceux-là, pour justement créer un diplôme de l'intelligence artificielle en santé sur l'IA générative. Donc, il y a déjà des partenariats qui se font. On a travaillé aussi avec Dijon, on a travaillé également avec le CHU de Bordeaux. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se font ici qui sont extrêmement intéressantes et qu'on pourrait comparer et analyser et s'inspirer de part et d'autre de nos meilleures pratiques et de dire, nous avons essayé ceci, on a essayé cela, il faudrait peut-être l'adapter. Il y a des modèles qui sont faits ici qui pourraient fonctionner chez nous, mais il faudrait penser à les adapter et l'inverse est également vrai aussi. On sait, Irène, que le CHUM et plus globalement l'écosystème santé au Québec est très reconnu pour sa capacité à permettre une bonne diffusion de ces pratiques, de ces innovations, notamment au niveau de la e-santé. Comment vous analysez cette image de marque que vous avez de réunir tous les acteurs pour faciliter la diffusion de ces technologies? En fait, ce qu'on a mis en place il y a déjà 7-8 ans, quand le centre hospitalier universitaire s'est retrouvé sur un seul et même site, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une direction claire, avoir des équipes qui suivent. Mais l'écosystème québécois nous permet d'avoir des entreprises qui travaillent avec les universités et, je dirais, les champions du terrain qui permettent d'avoir ces technologies et de les co-développer. Parce que souvent, on arrive avec des technologies non applicables, il n'y a pas de besoin pour le patient ni pour le clinicien. Et donc, on a évidemment Montréal, on a professeur Joshua Bienjo avec le MILA, on a Ivado qui finance, on a quand même des universités qui travaillent énormément et, disons, un écosystème qui crée et qui fait la promotion de l'intelligence artificielle. Et sur les 580 entreprises en innovation, on a presque 150, si ce n'est pas plus, là, le chiffre m'échappe, qui travaillent en santé. Donc, c'est vraiment de créer cette collaboration-là basée sur le besoin aussi, parce que j'ai entendu ici
des entreprises me dire « Ah, mais c'est intéressant, Irène, vous faites plutôt axer le développement sur le besoin du patient, des cliniciens, tandis que nous, on crée des choses et on est plus dans la performance et l'amélioration. » Bien, je peux leur dire que les deux peuvent se faire parce que dans ce qu'on a créé chez nous en co-développement, en oncologie, en radio-oncologie, bien, on a permis quand même des résultats sur l'efficacité administrative en termes de temps, mais aussi des efficacités incroyables pour les patients. Et je pense que si les deux se parlent, on peut arriver à des résultats extrêmement intéressants. Irène, merci pour votre témoignage. Merci d'avoir remis aussi au cœur ce thème de co-conception, de co-développement qui est essentiel avec les patients. On en a parlé également avec l'association Patients en réseau, avec Laure Guéroux-Acolas qui a beaucoup insisté également dans la conférence de ce matin. Donc merci encore Irène d'avoir fait le déplacement. Merci pour la belle énergie que vous avez apportée ce matin à la conférence et lors de notre entretien. Et peut-être qu'on aura un Tech for Health à Montréal, peut-être... Avec grand plaisir, pourquoi pas. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Merci de l'invitation. Merci Irène et à très bientôt dans l'œil de l'œil santé.